les États-Unis ont annoncé qu'ils aideront l'Ukraine avec un nouveau paquet d'aide militaire de 400 millions de dollars. Cette aide militaire intervient peu de temps après que la Russie a ouvert un nouveau front de guerre en attaquant Kharkiv. Les forces russes ont fait des progrès à Kharkiv après une longue période pendant laquelle cette région était entre les mains de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait averti jeudi que son pays faisait face à une situation vraiment difficile à l'Est, mais a déclaré qu'une nouvelle fourniture d'armes américaines était en cours et nous serons en mesure de les arrêter. Le paquet comprend de l'artillerie, des lanceurs de missiles NASAM et des munitions pour eux, des munitions anti-chars, des véhicules blindés, des armes légères ainsi qu'une gamme de véhicules blindés. C'est le troisième volet de l'aide à l'Ukraine depuis que le Congrès a approuvé les fonds supplémentaires fin avril après des mois de blocage. Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine une aide militaire d'environ 50 milliards de dollars depuis le début de l'agression russe en février 2022. Les forces russes ont lancé une attaque surprise dans le nord de l'Ukraine, effectuant des incursions mineures, selon une source militaire ukrainienne, dans ce qui constitue l'offensive terrestre transfrontalière la plus sérieuse depuis près de 2 ans. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que l'attaque contre la ville frontalière de Vovchansk, près de la deuxième ville du pays, Kharkiv, faisait partie d'une nouvelle vague d'actions de contre-offensive de la part de la Russie, ajoutant qu'une bataille féroce était en cours dans la région. Un communiqué du ministère ukrainien de la Défense a déclaré que des unités de réserve ukrainiennes avaient été déployées dans la région nord de Kharkiv après que Vovchansk a été soumise à des bombardements russes intensifs jeudi soir. Le communiqué a déclaré que les groupes de reconnaissance russes, sous couvert de véhicules blindés, avaient lancé une poussée transfrontalière vers 5 heures du matin. L'ennemi a réussi à franchir la frontière de 1 km, 0,62 miles, de profondeur, a déclaré une source militaire ukrainienne à CNN, ajoutant que l'objectif de la poussée russe était de prendre 10 km et de créer une zone de défense à la frontière. La lutte a été menée le long des fronts sud et depuis que l'armée ukrainienne a repoussé les forces russes du territoire capturé au début du conflit, avec la région nord de Kharkiv libérée à la fin de l'été 2022. Interrogé sur les développements, Zelensky n'a pas minimisé leur gravité, mais a déclaré que l'armée ukrainienne avait anticipé un tel mouvement. Les habitants des villages frontaliers ont été invités à évacuer par les autorités. La police nationale a posté des photos et une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des officiers aidant les gens à emballer leurs affaires dans des véhicules de police avant de partir vers des endroits plus sûrs. L'attaque transfrontalière intervient après plusieurs mois de raids aériens russes accrus sur la ville de Kharkiv, qui ont mis hors service toute sa capacité de production d'énergie ainsi que ses sous-stations. L'Union européenne a convenu d'un accord selon lequel elle peut utiliser les revenus des avoirs gelés de la Russie pour fournir des armes à l'Ukraine. La demande faite par les États-Unis, avec le Royaume-Uni et le Canada, de saisir intégralement ces avoirs et de les utiliser pour aider Kiev à faire face aux forces russes, est plus proche que jamais de se concrétiser, rapporte La Voix de l'Amérique. La Banque centrale de Russie avait des comptes bancaires et des actifs de plusieurs milliards de dollars dans des institutions et des entreprises occidentales. Ces avoirs ont été gelés par l'Occident après que Moscou ait lancé son attaque contre l'Ukraine en février 2022. Les responsables de l'UE affirment que la Russie doit payer directement pour ses crimes et que le premier paiement de plusieurs milliards de dollars doit être utilisé pour acheter des armes. Ce plan américain de saisie des avoirs russes a suscité des réactions diverses en Europe, où certains sont préoccupés par le fait qu'il pourrait entraîner des batailles juridiques prolongées, tandis que d'autres pensent que Moscou pourrait répliquer en saisissant davantage d'actifs des entreprises occidentales qui exercent encore des activités en Russie. Le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a supervisé un autre test d'un lanceur de missiles à tête multiple que son pays prévoit de mettre en service à partir de cette année, ont rapporté les médias d'État samedi. L'agence de presse d'État, KCNA, a déclaré que le test de vendredi confirmait les performances et la puissance destructrice du lanceur de missiles à tête multiple et de ses projectiles. L'agence a déclaré que ce système, testé 2 fois cette année par le Nord, serait déployé dans les unités militaires de 2024 à 2026 pour remplacer les lanceurs de missiles obsolètes. Ces derniers mois, la Corée du Nord a maintenu un rythme accéléré de tests d'armes dans le but d'accroître ses capacités militaires en période de tensions diplomatiques avec les États-Unis et la Corée du Sud. Les experts estiment que l'objectif de Kim est de faire pression sur les États-Unis pour qu'ils reconnaissent enfin que la Corée du Nord est une puissance nucléaire et ainsi baisser et négocier avec elle pour des concessions économiques et de sécurité. Kylian Mbappé a confirmé qu'il quittera le Paris Saint-Germain à la fin de cette saison après 7 années passées au Parc des Princes.
L'attaquant français part en tant que joueur libre après l'expiration de son contrat avec le PSG le 30 juin. L'avenir de l'attaquant français est attendu en Liga au Real Madrid, ce que le président français, Emmanuel Macron, a également confirmé. Le chef de l'État français a fait un grand plaidoyer auprès du Real pour permettre à Mbappé de jouer aux Jeux Olympiques d'été de Paris 2024. Je compte sur le Real Madrid pour permettre à Kylian de participer aux Jeux Olympiques, donc il peut venir et jouer avec l'équipe française, et a déclaré le président de la République sur Twitter, dans une vidéo répondant à diverses questions. Le Real Madrid a précédemment annoncé qu'il n'avait pas l'intention de laisser ses joueurs libres pour le tournoi olympique, qui ne fait pas partie des dates de la FIFA, et les clubs ne sont pas tenus de le faire. Les Blancos ont clairement indiqué à leurs joueurs qu'ils ne peuvent participer qu'à une compétition avec leurs équipes nationales comme l'Euro 2024, la Copa América ou les Jeux Olympiques. Cependant, il faudra encore attendre un certain temps avant que le Real officialise l'arrivée de Mbappé, même si on sait déjà que le Français débarquera au Santiago Bernabéu. Sans fouler le sol ukrainien avec des troupes de l'Alliance et, comme le rapporte le journal italien Corriere della Sera, c'est l'une des phrases clés du projet de document qui sera adopté lors du sommet de l'OTAN prévu du 9 au 11 juillet à Washington. Il s'agit d'un plan pour l'Ukraine dans lequel il est clairement souligné que l'alliance militaire la plus puissante au monde n'enverra pas de soldats de ses membres se battre dans ce pays. La stratégie dictée par les États-Unis ne changera pas. Cependant, les dirigeants occidentaux préparent en même temps un changement de stratégie, selon ce que rapporte le Corriere. Le plus grand changement dans la stratégie de l'Occident. Jusqu'à présent, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a dirigé le soi-disant groupe de Ramstein, c'est-à-dire le groupe de 50 pays qui soutiennent l'armée du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Lors du sommet de juillet, cependant, il sera décidé que cette tâche sera transférée au siège de l'OTAN à Bruxelles. La mesure a une raison pratique, 99% du matériel livré à Kiev provient de 32 partenaires de l'OTAN. Mais il y a aussi une explication politique. Les actions du bloc occidental seront ainsi plus unanimes aux yeux de l'opinion publique des États membres, mais aussi aux yeux du président russe, Vladimir Poutine, rapporte BuzzPlus. Renforcement du flanc oriental. Il a également été décidé que l'OTAN continuerait à renforcer son flanc oriental. Dans quelques semaines, l'Alliance sera en mesure de compter sur une force de 300 000 soldats prêts à être déployés le long de la ligne allant de la Baltique à la Bulgarie. En même temps, écrit le Corriere, on craint que les Russes ne brisent les lignes de défense orientales en Ukraine. Des villes comme Kharkiv et Odessa ont été laissées sans défense et facilement bombardables par Poutine. Des systèmes de défense antiaérienne et antimissiles sont donc urgemment nécessaires. C'est pourquoi Austin appelle un par un les dirigeants des pays ayant des batteries de missiles patriotes. Les Ukrainiens estiment qu'ils en ont besoin de 25 pour défendre tout le territoire. Ça suffirait pour défendre les centres urbains principaux. Cependant, dans le document d'Austin, seules 2 batteries patriotes ont été marquées, actuellement disponibles en Allemagne et en Espagne. Comment obtenir les patriotes ? Les Pays-Bas ont accepté d'acheter les patriotes à partir de membres qui ne sont pas prêts à les donner à l'Ukraine. La Grèce a également sérieusement envisagé d'envoyer ses propres batteries, mais le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a finalement décidé contre. Une décision similaire a été prise à Varsovie. Austin et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, exercent également une pression sur la Suède et la Roumanie. Et il n'est pas trop tard, le nouveau paquet d'aide des États-Unis permettra à l'Ukraine de résister à l'offensive russe, a déclaré le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, lors du sommet du G7. Michael O'Hanlon, analyste à l'Institut Brookings à Washington, estime que les progrès russes pourraient augmenter de 10 à 20% par rapport au rythme actuel. Des centaines de personnes ont été évacuées des zones près de la frontière russe dans la région de Kharkiv en Ukraine, un jour après que Moscou a lancé une offensive terrestre surprise. Les forces russes ont fait de légers progrès dans cette région, près de 2 ans après avoir été repoussées. 1775 personnes ont été évacuées, a déclaré le gouverneur régional de Kharkiv, Oleg Sinegubov, précisant que la Russie avait bombardé plus de 30 localités au cours des dernières 24 heures. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré qu'une bataille acharnée se déroulait à Kharkiv. Nous devons absolument stopper les offensives russes et permettre à l'Ukraine de reprendre l'initiative, a déclaré Zelensky samedi. La région de Kharkiv était principalement sous contrôle ukrainien depuis septembre 2022.
La région nord-est de Kharkiv en Ukraine est à la frontière avec la Russie, avec la capitale régionale du même nom en périphérie. Cette ville se trouve à 25 km des lignes de front. Avec une population de 1,4 million d'habitants, selon les données démographiques d'avant-guerre, Kharkiv est la deuxième plus grande ville d'Ukraine et l'une des villes les plus importantes sur le plan économique et industriel. Elle a été l'une des premières villes à subir les attaques russes, après que Moscou ait lancé l'invasion de l'Ukraine en février 2022. La contre-offensive réussie de l'Ukraine en septembre 2022 a conduit à la libération de presque tout le territoire de Kharkiv. Cependant, ces derniers mois, la Russie a intensifié ses attaques avec des drones et des missiles dans cette région et sa capitale, tandis que les forces ukrainiennes font face à une pénurie de munitions et de systèmes de défense aérienne. La Russie a lancé une offensive terrestre près de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, ouvrant ainsi un nouveau front dans la guerre. Alors que depuis longtemps, l'attention était concentrée à l'est et au sud, cette fois, la Russie n'a pas hésité à attaquer également le nord-est. La Russie a lancé une nouvelle vague d'actions de contre-offensive, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev. Et il y a maintenant une bataille féroce dans cette direction et, a-t-il ajouté, l'Ukraine a envoyé des renforts alors que les combats s'intensifiaient dans les zones frontalières de la région, a déclaré le ministère de la Défense. Auparavant, l'Ukraine avait averti d'une concentration russe dans la région, ce qui pourrait signaler la préparation d'une offensive pour disperser les forces ukrainiennes moins nombreuses. Le président Zelensky a déclaré que la Russie pourrait préparer une offensive majeure ce printemps ou cet été, mais on ne sait pas si le Kremlin intensifiera les attaques et ouvrira de nouveaux fronts. La Maison-Blanche a déclaré que les États-Unis étaient en étroite coordination avec l'Ukraine pour l'offensive russe à Kharkiv. Les hauts responsables ukrainiens ont continuellement affirmé ne pas croire que la Russie avait la capacité de lancer une opération réussie pour prendre le contrôle de la ville de Kharkiv, où vivent 1,3 million d'Ukrainiens. Cependant, il n'y a pas eu de commentaire de la part de la Russie concernant cette attaque. La Russie ne s'arrête pas en Ukraine. Les forces de Moscou ont lancé une offensive terrestre surprenante à Kharkiv, près de 2 ans après l'avoir perdue. L'avancée de l'armée russe a contraint des centaines de personnes à évacuer d'urgence les zones près de la frontière russe dans cette région, où plus de 30 localités ont été bombardées au cours des dernières 24 heures. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré qu'une bataille acharnée se déroulait à Kharkiv. Nous devons absolument stopper l'offensive russe et permettre à l'Ukraine de reprendre l'initiative, a-t-il commenté. Kharkiv était principalement sous contrôle ukrainien depuis septembre 2022. La région orientale de l'Ukraine est à la frontière avec la Russie, et sa capitale régionale porte le même nom. Cette ville est située à 25 km de la ligne de front. Avec une population de 1,4 million d'habitants, selon les données démographiques avant le début de la guerre, Kharkiv est la deuxième plus grande ville d'Ukraine et l'une des villes les plus importantes sur le plan économique et industriel. Elle a été l'une des premières villes à subir les attaques russes, après que Moscou ait lancé l'invasion de l'Ukraine en février 2022. La contre-offensive réussie de l'Ukraine en septembre de cette année-là a permis de reprendre le contrôle de presque toute la région. Mais ces derniers mois, la situation sur le terrain a commencé à changer, avec la Russie intensifiant les attaques par drones et missiles dans cette région et sa capitale, tandis que les forces ukrainiennes font face à une pénurie de munitions et de systèmes de défense aérienne. Le groupe Hezbollah, soutenu par l'Iran et opérant au Liban, a déclaré avoir lancé des roquettes Katyusha en direction d'Israël vendredi en représailles aux attaques qui ont fait 2 morts, selon les médias d'État. Israël et l'allié du Hamas, le Hezbollah, ont échangé des tirs presque quotidiens transfrontaliers après l'attaque du groupe palestinien le 7 octobre dans le sud d'Israël, déclenchant des affrontements à Gaza. Les combattants du Hezbollah ont visé une salve de roquettes Katyusha dans le nord d'Israël et en réponse aux attaques de l'ennemi israélien contre des civils, récemment à Tel Arfa a déclaré le groupe dans un communiqué. Au moins 402 personnes ont été tuées au Liban au cours des 7 mois de violences transfrontalières, principalement des militants, mais y compris 79 civils, selon un rapport de l'AFP. Israël affirme que 14 soldats et 9 civils ont été tués du côté de sa frontière. 3 des soldats ont été tués cette semaine, dont un mercredi. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées des 2 côtés. Dans un autre signe révélateur de la profondeur de la crise de leur relation,
Les États-Unis ont annoncé que l'utilisation à Gaza par Israël de munitions envoyées par les États-Unis pourrait constituer une violation du droit international humanitaire, mais les circonstances de la guerre rendent impossible pour les responsables américains de le prouver avec certitude. La conclusion selon laquelle il existe des preuves crédibles et qu'Israël pourrait avoir violé le droit international dans la guerre de Gaza, publiée dans le cadre d'un rapport remis au Congrès vendredi, est la déclaration la plus forte de ce genre de la part de l'administration Biden envers l'État hébreu, ancien allié des États-Unis. Cependant, le rapport n'a pas pu établir de lien concret entre les armes envoyées par les États-Unis et des attaques spécifiques des forces israéliennes à Gaza, ce qui pourrait laisser à l'administration une marge de manœuvre pour les décisions futures concernant l'envoi d'armes en Israël. Cette évaluation intervient après 7 mois de frappes aériennes, de combats terrestres et de restrictions d'aide qui ont causé la mort d'environ 35 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants. Biden a tenté de maintenir un équilibre de plus en plus difficile, soutenant la guerre du Premier ministre Benjamin Netanyahou contre le Hamas. Il fait face à une indignation croissante à l'intérieur et à l'extérieur du pays concernant l'augmentation du nombre de victimes palestiniennes et la situation humanitaire de plus en plus désastreuse, principalement due aux restrictions israéliennes sur la distribution de nourriture et d'aide à Gaza. L'administration Biden a déclaré que l'utilisation des armes fournies par les États-Unis à Gaza par Israël pourrait violer le droit international humanitaire. Selon le rapport du département d'État américain, les enquêtes sur d'éventuelles violations sont en cours, mais jusqu'à présent, les États-Unis n'ont pas toutes les données pour prouver si les armes américaines ont été spécifiquement utilisées en violation du droit international humanitaire. La découverte de preuves pour conclure que l'allié des États-Unis avait enfreint le droit international protégeant les civils a été la déclaration la plus forte faite par l'administration Biden concernant les tensions au Moyen-Orient. La relation entre les États-Unis et Israël semble être dans une mauvaise passe, car quelques jours auparavant, le président Biden a officiellement déclaré qu'il suspendrait certaines expéditions d'armes américaines en Israël, qu'il a admis avoir été utilisées pour tuer des civils à Gaza. Le président a déclaré que cela se produirait si le Premier ministre Benjamin Netanyahou ordonnait une invasion majeure de la ville de Rafah. Cette déclaration du président marque un tournant dans les relations entre Israël et le Hamas qui a commencé depuis le 7 octobre. Le président a été sous une pression extraordinaire, y compris de la part des membres de son propre parti, pour limiter les expéditions d'armes au milieu d'une crise humanitaire à Gaza. Ce rapport du département d'État américain intervient après 7 mois de frappes aériennes, de combats terrestres et de restrictions d'aide, qui ont causé la mort de 35 000 Palestiniens. Bien qu'il y ait de grandes attentes quant à la réception des premiers avions de combat F-16 par l'Ukraine en juillet, il n'est pas clair quand les autres composants de cette puissance aérienne seront prêts. Assurer une capacité aérienne de combat fiable et efficace pour l'Ukraine nécessite des pilotes formés et expérimentés, un équipage au sol, des armes, des équipements de défense et des radars. Tous ces éléments doivent être en place avant que les forces aériennes ukrainiennes ne soient prêtes à affronter l'armée russe, rapporte Sky News. Une fois les F-16 en place, le défi pour l'Ukraine sera de décider quand ou utiliser ces ressources précieuses, et comment éviter leur destruction avant qu'elles ne contribuent aux efforts défensifs de l'Ukraine. Lorsque les F-16 arriveront, ils offriront à l'Ukraine une ressource inestimable, bien que limitée. Ils pourraient être utilisés pour soutenir la ligne de front, mais seront très vulnérables dans cet environnement aérien dynamique et hostile. Ils pourraient également être utilisés pour mener des attaques contre des cibles militaires clés russes à l'intérieur du territoire russe, ce qui nécessiterait certainement un changement dans les tactiques russes. Ou, si l'Ukraine voulait menacer la Crimée, les F-16 pourraient être utilisés dans une attaque coordonnée en soutien à une campagne plus large. L'Ukraine a besoin de toute l'aide possible pour changer l'élan russe sur le champ de bataille.